Bienvenue sur Slow is Good. Repenser son business en ligne autrement pour plus d'impact. Dans ce podcast, votre ressource pour Slow Business, on parle stratégie business, marketing, productivité avec une bonne dose de human touch. Je suis Géraldine JP, slowpreneur, entrepreneur de l'extrême, ex-fondatrice de start-up. Je vous partage des méthodes, des pratiques pour entreprendre autrement, dans la joie et la lenteur. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Slow is Good. Alors j'ai le très grand plaisir d'avoir le cofondateur de MR63, mais il n'est pas seulement fondateur de MR63, je pense qu'il a plusieurs cordes à son arc. Bonjour Frédéric. Bonjour Géraldine, ça va bien? Ça va très bien. Je te remercie de me rejoindre ce matin. Je sais que tu avais un agenda qui est plus que débordant. Je vais t'inviter à te présenter pour que l'audience en fait puisse te découvrir, parce que je pense que il y a matière à découvrir tout l'écosystème que tu as co-bâti. Alors, mon nom c'est Frédéric Morin-Bordelot, mes pronoms c'est il et elle. Je me caractérise comme un entrepreneur social, c'est-à-dire que j'aime utiliser les leviers de l'économie pour avoir un impact social ou environnemental dans la société et régler des crises, les crises qui nous affligent de ce 21e siècle de plus en plus épeurant. J'ai cofondé MR63 avec mon frère il y a de cela près de 10 ans, un projet pour récupérer les wagons de métro, construire un bâtiment de 3 étages avec les wagons pour créer un centre, un espace de découverte locale pour la culture créative. Ensuite, à travers les années, on a aussi cofondé le Corridor culturel, qui est un parcours de 3,6 km dans le sud-ouest de Montréal, qui permet de découvrir différents lieux culturels comme le Centre Phi, l'Arsenal, le New City Gas, le Corona. Donc, ça permet de mettre en lumière ces lieux-là comme un parcours qui est là en tout temps, qui peut être exploré en tout temps. Et on vient bonifier cette expérience de parcours avec de l'animation de lieux publics et d'espaces vacants. En 2016, je crois, on a récupéré la compagnie qui s'appelle Art Bang Bang, qui était une plateforme d'artistes qui échangeaient et partageaient leurs œuvres dans les murs des particuliers pour en faire une entreprise qui crée des expériences dans les bureaux et les lieux de vie. Donc maintenant, on a plus de 200 artistes dans ce portefeuille de Art Bang Bang, et on crée des expositions, souvent sur des sujets chauds ou des importants pour notre époque. Et finalement, je suis aussi sur le CA de la Jeune Chambre de commerce depuis maintenant 2 ans. Je t'entends pas, Géraldine. Je pense que mon micro s'est coupé. Ce que je disais, c'est que c'est une introduction en fait détonnante, simplement parce que vous avez vraiment plusieurs chapitres. Bon, avant d'aller dans chacun de ces chapitres, j'aimerais parler des valeurs en fait de MR63, parce que je vais les relire à haute voix, parce que je ne sais pas si tu les relis tous les jours. Vos valeurs, elles disent empathie, agir avec la plus profonde empathie possible. Il s'agit ici de mieux comprendre les besoins de ses clients, ses bénéficiaires, ses employés, ses partenaires, ses fournisseurs, afin d'agir pour favoriser une coopération durable. On a aussi la responsabilité. Je ne vais pas les passer tous à travers parce que bon, voilà, mais je veux qu'on en parle. Et on parle aussi de créativité. Qu'est-ce que fondamentalement ça veut dire, surtout en 2023, d'avoir une entreprise qui repose sur l'empathie, la responsabilité, la créativité, en sachant aussi quelle est la tangente que prend le monde de nos jours? Il y a longtemps, 5, 6, 7, 8 ans, avec une amie avec qui on avait fait la révolution au cégep. On s'est assis sur une terrasse dans le coin de Mont-Royal, et on discutait des valeurs qui devaient guider des nouvelles communautés qui voudraient être plus présentes pour leurs membres. Puis on a réussi à réduire ça à 2 choses.
justement l'empathie et la responsabilité. L'empathie, c'est l'ouverture vers l'autre, c'est d'être capable de comprendre les besoins, de comprendre les réalités, d'être capable de vraiment se mettre dans la tête de ces personnes-là et de toute la complexité de leur vie. Donc, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui doit se travailler. C'est aussi quelque chose que certains ont plus naturellement que d'autres. La responsabilité, c'est plus, c'est le contraire, en fait. C'est comment est-ce que nous, personnellement, on doit agir avec ces gens-là, on doit agir avec le reste du monde pour s'assurer que de notre côté, on respecte nos limites, mais aussi que on respecte les limites des autres. Donc, c'est cette dualité-là entre l'ouverture à l'autre et la responsabilité personnelle. Je trouvais que c'est deux valeurs qui étaient très importantes. Ensuite, on Mhm. est une entreprise culturelle et créative. Ça faisait pas de sens pour nous, puis c'est aussi là qu'on a beaucoup de plaisir de devenir monotone, plate et inutile. Donc, la créativité est venue se rajouter comme une espèce de saveur supplémentaire à ces deux valeurs fondamentales-là. Dernièrement, on a aussi rajouté le plaisir, parce Mhm. qu'à travers les années, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup défoncé, puis à plusieurs moments, on a oublié d'avoir du plaisir. Ouais, ouais. Je pense que c'est une réalité que bon nombre d'entrepreneurs vivent, quelles que soient les industries. C'est que finalement, on devient un peu martial dans notre approche, justement très structurée, très dans la performance, puis on s'oublie. On oublie que derrière l'homme entrepreneur, entre guillemets, il y a aussi des êtres humains qui ont des besoins, en tout cas, qui vont parfois un peu au-delà de la pyramide de Maslow. Et la joie, je pense que comme tu le soulignes, en fait partie. J'aimerais souligner quelque chose, c'est que dans votre travail, vous accordez une profonde importance pardon, à la dimension communautaire. Comment est-ce qu'elle prend sa place justement dans une économie qui est plus dans le fast economy que justement finalement l'humain. Il y a deux types de communautaires. Tu as la version française ou francophone du Québec, où c'est les organismes communautaires, c'est les OBNL, c'est tout cet écosystème-là de gens qui vont travailler avec des subventions, vont travailler avec des dons pour régler des enjeux qui souvent ne sont pas monétisables. Cette dimension communautaire-là, pour nous, est importante parce que c'est le fondement un peu de la société québécoise en termes de justice sociale puis de travail social. Fait que Mhm. il y a dans Griffintown, où est-ce qu'on s'installe, pas vraiment d'organismes communautaires, très peu d'organismes culturels. En tout cas, c'est plus des ateliers d'artistes, c'est pas tant des organismes, c'est vraiment plus des gens Mhm. qui sont rassemblés ensemble. Mais dans Pointe-Saint-Charles et dans Petite-Bourgogne, il y a un très, très, très fort tissu communautaire. Donc, pour Mhm. nous, ça faisait pas de sens que Griffintown, qui est entre ces deux quartiers-là, soit un peu à part de ça, soit juste des condos, quelques coops, quelques OBNL, un peu dissociés de tout ce monde-là. Donc, on a essayé dans les 5 dernières années de tracer des ponts avec ce tissu communautaire de Pointe-Saint-Charles et de Petite-Bourgogne. D'un autre côté, il y a le côté plus community en anglais, où est-ce que là, on est vraiment dans les humains, les humaines, dans un même territoire qui partagent un même set de valeurs avec une même vision pour un territoire ou pour une mission ou une entreprise. Puis Mhm. cette community-là est moins structurée et plus justement dans qu'est-ce qu'on véhicule comme personne, qu'est-ce qu'on véhicule comme vision, comme entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient aussi beaucoup à cœur parce qu'on voit que sur notre territoire, mais aussi plus largement euh, dans Montréal ou au Québec, il y a beaucoup de types de communautés. Et Ouais. ces communautés-là ont tous des besoins, des ambitions, des idées différentes. Puis c'est important pour nous, pour un organisme qui veut représenter la culture créative locale, de rester à l'affût de c'est qui ces différentes communautés-là, puis c'est quoi leurs besoins. Parce que représenter la culture locale, c'est quand même une responsabilité importante. C'est quand Mhm. même beaucoup, beaucoup de gens qui tiennent à avoir ce mot, à faire partie de cette culture locale. Donc, c'est ces deux choses. Comment est-ce que tu définirais justement cette communauté locale, en fait, aujourd'hui? Pour toi, en fait, je dirais, quelle sonorité elle a, quelle couleur elle a, si tant est qu'elle ait une couleur? Comment est-ce que tu la définirais? Avec des amis, on avait souvent discuté de comment on se définissait. Est-ce qu'on se définissait que d'abord comme Montréalais, comme Québécois, comme Canadien, comme
griffontonois comme Mont-Royalais. Euh, et la plupart des gens, même si on vivait à peu près des réalités qui étaient plus ou moins similaires, on avait tous des visions différentes. Puis ça donne un peu le ton sur c'est quoi cette communauté locale, c'est qu'elle est excessivement mixte. On ne se définit plus comme on se définissait avant, d'abord comme une cellule familiale avec un travail, puis c'est tout. On avait tous une famille, puis un travail, puis on se définissait comme ça. Puis ensuite, ça a été plutôt en fonction de nos hobbies. Maintenant, c'est tellement vaste. Chacune des personnes a plusieurs communautés. Puis c'est dans cette vision-là, je pense qu'MR63 veut installer une programmation, veut installer une offre gastronomique, une offre de design aussi. C'est dans le croisement de ces différentes communautés-là. Donc, autant en art, design, gastronomie, les foodies, les gens qui vont voir des spectacles de musique, des spectacles de théâtre, même dans le monde de l'art, il y a ces différents silos, là. Fait que de croiser ces différentes communautés-là dans un seul lieu qui ferait effervescent puis qui rassemblerait tous ces gens-là, nous, on veut vraiment être cette courroie de transmission, ce pont entre toutes les communautés. Donc, comment on définit un organisme qui se veut cette plaque tournante pour tout ça, ce carrefour, c'est pas une seule chose, disons. J'aime beaucoup justement cette explication que tu donnes autour de, en fait, finalement, c'est plusieurs composantes, c'est plusieurs strates, c'est plusieurs couches qui sont nécessaires et qui composent justement votre entité. Exactement. Maintenant, comment, parce que ça fait 10 ans que tu es dans le métier, ça fait 10 ans que tu travailles dur avec tes partenaires, avec ton cofondateur. Bon, déjà, je pense qu'on va revenir à la base. Comment est-ce qu'on cofonde quelque chose en famille? Ben, j'ai la chance d'avoir un frère qui est excessivement empathique, très, 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 très généreux, euh, qui est patient, qui est capable d'en prendre beaucoup sur lui, qui est aussi très créatif. Euh, et c'est pas, c'est pas tant parce que c'est mon frère que ça marche, parce que c'est un humain extraordinaire. Puis c'est dans ce contexte-là, la famille ou le partenaire d'affaires qu'on trouve à l'école ou par hasard, ben si on y a s'il y a un fit de personnalité, ça marche. Fait qu'à la base, il y avait un fit de personnalité. Ensuite, c'est sûr que mon frère et moi, on a vécu presque 8 ans à vivre ensemble, travailler ensemble, puis aller dans les mêmes parties de famille. Donc, c'était quand même... on se côtoyait souvent. Là, on n'habite plus ensemble, là. On va encore dans les mêmes parties de famille, par contre. Fait que c'est... si on n'était pas aussi... justement patients tous les deux, et puis on respectait nos bulles, ben je sais pas si comment ça aurait été possible, honnêtement. Alors, je pense que c'est un essentiel d'avoir un socle fondamental quand on cofonde. Comment est-ce que vous abordez cette co-créativité? Parce que, comme tu l'as souligné, ton frère, par exemple, il est très créatif. Est-ce que toi aussi, tu es très créatif? Et comment est-ce que deux créatifs, en fait, travaillent ensemble pour aller justement respecter le carcan que vous avez mis en place, qui est votre mission, en fait, autour de l'impact, autour de l'art gastronomique et le design? On a des compétences complémentaires. Moi, je suis plus au niveau entrepreneurial, finance, modèle d'affaires, euh, entreprise, gestion d'entreprise de manière générale, un peu les RH. Lui, il est plus au niveau communication, créativité, branding, vision plus créative. Et on essaye de pas empiéter l'un sur l'autre. Quand il fait des décisions de design, même si j'aime pas ça, même si je trouve que c'est pas exactement ce qu'il nous faut, je vais le laisser passer la plupart du temps parce que c'est pas mon département, c'est pas ma spécialité, c'est la sienne. Donc, c'est sûr que comme quand il y a des choses qui font vraiment pas la job, là, je lui communique pourquoi est-ce que je pense que ça fait pas la job, puis on s'ajuste. Puis de la même façon que lui, quand il voit des chiffres qui manquent ou il se rend compte que nos prévisions sont trop optimistes, trop pessimistes, ben on s'ajuste. Mais de manière générale, on essaie de vraiment respecter nos compétences. Encore une fois, ça c'est une chance. J'ai eu la chance de tomber sur un frère qui était complémentaire, qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas non seulement la même façon de travailler, la même empathie, puis la même
la même patience l'un envers l'autre, mais qu'on était aussi complémentaires en termes de skill set. Mhm. Alors, tu évoquais en fait des choses qui sont quand même importantes en business, donc l'aspect gestion. Et il y a plusieurs volets dans l'aspect gestion, en l'occurrence les finances, la stratégie et la modélisation, le modèle économique de l'activité. On va pas tout prendre en même temps, on va commencer par le premier point, c'est comment justement on développe, on va chercher un soutien financier et on crée un organisme comme le tien de manière rentable. Sur ces 10 dernières années, en fait, quelles sont les 3 actions qui ont été très impactantes au niveau finance pour vous? Je pense qu'au Québec, en ce moment, quand on parle d'entreprise, tout l'écosystème entrepreneurial de start-up et d'entrepreneuriat social, là, qu'on pense à l'Esplanade ou la piscine ou Zoo Oui, dans le culturel, c'est souvent quelque chose qui peut aider à propulser. Mais ça peut devenir une béquille si on reste dedans trop longtemps. mhm. Euh, Parce que à un moment donné, il faut faire aussi ses preuves, puis il faut s'envoler, il faut voler de nos propres ailes. Je t'interromps quelques secondes. Est-ce que tu peux revenir sur les organismes que tu as mentionnés, parce que mon audience ne connaît pas ces incubateurs Oui, potentiels. pardon. Euh, la piscine, et Zoo, c'est deux incubateurs plus culturels et créatifs. Zoo a Mm. été fondé par Guy Laliberté dans son espèce de comme fond lune rouge qui était utilisé pour stimuler la créativité locale, créer de nouvelles entreprises à fort potentiel. Tandis que Mhm. la piscine est vraiment plus un incubateur pour les entreprises culturelles et créatives euh, qui s'est installé dans Griffintown. L'Esplanade est une institution pour l'entrepreneuriat social, en tout cas, l'a été. Elle avait un lieu physique dans le Myland, dans le Malex, dans ce temps-là, et c'était un lieu de convergence pour tout le monde de l'entrepreneuriat social. Aujourd'hui, c'est un incubateur, donc c'est plus c'est une institution d'une autre manière, disons, parce que ça prend des entreprises, souvent justement pas des entreprises qui commencent, mais des entreprises qui sont en croissance ou qui sont en développement, puis ça les amène à un autre niveau. Ouais. Donc, c'est moins visible, puis on est moins dans l'esprit de communauté très large comme c'était avant, mais Mhm. ça reste des entreprises et des institutions qui sont importantes dans l'écosystème de l'entrepreneuriat social. Mhm. Euh, Moi, je m'implique maintenant dans une chambre de commerce Mhm. comme membre de CA. Puis je pense que c'est de plus en plus un espace qui va être important pour les entrepreneurs et Mhm. les entrepreneuses, les entrepreneurs plutôt. Euh, c'est un lieu de convergence de plus en plus fort. Il y a énormément beaucoup de choses qui s'en viennent. Je ne peux pas en parler en ce moment, mais Ouais. des plateformes web, une nouvelle vision, un nouveau branding, une nouvelle façon d'avoir une présidence porte-parole. Donc, tout ça va changer beaucoup la dynamique de ce réseau d'affaires qui est déjà Ouais. très bien ancré à Montréal, Ouais. puis va permettre de créer non seulement des liens entre entrepreneurs, mais aussi entre professionnels. Ouais. Puis souvent, comme entrepreneur, on est un peu pogné avec nous-mêmes, avec nos propres amis, nos propres problèmes. Mais ça vaut la peine des fois d'avoir une vision plus méta, plus macro de problèmes qu'on vit. Quelqu'un qui a un poste puis qu'il y a 200 personnes en dessous de lui ou en dessous d'elle, ben cette personne-là peut avoir une vision complètement différente de nous qui a peut-être 3 personnes dans notre équipe. Mhm. Mais ça peut souvent être très complémentaire puis nous amener à penser à des solutions qui peuvent être très pertinentes pour nos organisations. Fait que de Mhm. côtoyer des gens qui n'ont pas tout à fait les mêmes profils puis les mêmes réalités, ça peut être super cool. Mhm. Alors, Euh, c'est vraiment important que tu mentionnes justement ces piliers, je dirais, de l'écosystème, parce que quand on est une jeune pousse, on a besoin un cadre de soutien à tous les niveaux, parce que souvent on pense seulement structure d'entreprise, mais moralement, je pense qu'il en faut aussi. On sait tous qu'il en faut justement pour soutenir, il faut tout un village pour aider un entrepreneur à se développer. D'un point de vue démarche financière, est-ce que vous êtes aujourd'hui encore dans un modèle où vous avez des partenaires stratégiques financiers, où vous arrivez à articuler en fait vos ambitions d'entreprise à travers justement vos marges de profit pour être capable d'avancer, ou c'est un mélange des deux? c'est vrai qu'au début, on dépendait plus de subventions. On est un OBNL de charité, donc on a le droit d'émettre des reçus d'impôts, mais on trouvait que c'était peut-être plus. C'était juste plus dans notre ethos, dans notre façon de penser les choses, d'appliquer sur des subventions à projet.
Donc, on a fait beaucoup ça au début, on s'est payé grâce à ça, mais c'est très précaire comme façon de faire parce que les fonds ne reviennent pas toujours, c'est pas toujours la Mm. même. S'ils reviennent, c'est peut-être pas les mêmes façons de faire. Fait qu'il faut un peu travestir les projets qu'on veut faire pour rentrer dans le fond. Ouais. Donc, ça peut devenir rapidement très, très, très difficile. Donc, Mm. évidemment, on voulait dépendre de revenus autonomes, mais des revenus autonomes, c'est compliqué parce qu'il faut un lieu ou en tout cas, il faut un pipeline de vente ou quelque chose comme ça Ok. et que ça soit constant. Comme nous, Mhm. on crée un bâtiment de 3 étages qui prend des années à construire. Il fallait qu'on Ouais. se réserve aussi du temps pour financer et gérer ce projet-là. Donc, on Ouais. voulait pas être tout le temps dans les opérations. Donc, on a trouvé un genre de juste milieu où est-ce que c'est surtout l'été qu'on fait des choses où est-ce que c'est justement moins actif au niveau du financement, puis de manière générale moins actif pour tout. Mhm. Et dans ces étés-là, ben là, on fait des espaces publics, on fait des, euh, des activités, on fait des spectacles et tout. Et on a réussi à travers les années à développer des modèles d'affaires qui sont rentables, puis qui nous permettent de dégager des revenus, des revenus supplémentaires et d'avoir un petit peu d'argent pour le reste de nos salaires et tout. Mhm. Aujourd'hui, on a créé, comme on a plusieurs entreprises, on a Our Bang Bang, qui est un modèle de revenu, c'est une Inc., c'est une Mhm. compagnie à part qui fait juste rentrer des revenus pour des gens. Corridor culturel qui spécialise plus au niveau musique, déploiement dans les espaces publics, collaboration avec d'autres partenaires, vraiment agrégation là, de l'offre culturelle. Puis MR, qui est dans l'optique de faire un bâtiment, qui est aller chercher des bonnes subventions sur lesquelles on est capable de capitaliser pour déployer des activités cette année. Ben, on a Ok. réussi à créer une espèce de synergie où on peut engager des gens qui travaillent sur les 3 entreprises, que ce soit en vente, que ce soit en comptabilité, en administration. Donc, ça permet de, d'enlever un peu de poids d'administration sur chaque entreprise, puis ça Ouais. leur permet d'amener plus de revenus dans le, Mhm. je ne conseillerais pas nécessairement cette stratégie à tout le monde. C'est Mhm. excessivement complexe. Moi, Ouais. je tripe là-dedans, là, mais si on n'aime pas nécessairement la complexité, on est plus dans la simplicité ou dans le souci du détail, c'est très, très complexe pour, au final, ça peut être fait autrement. Mhm. C'est pas meilleur, c'est pas moins bien que d'autres choses, c'est juste très différent. Mais quelle est la chose, en fait, fondamentalement, que tu trouves le plus complexe dans cette structure-là? Ben, c'est les rapports entre les différentes compagnies. C'est, par exemple, Corridor culturel est encore dans l'organisation légale de MR63, mais on essaie de séparer les budgets. Donc, on a 2 comptes en banque, on a Mhm. on essaie d'avoir, des fois on applique sur les mêmes subventions, mais là on applique avec le même organisme, et on n'a pas le droit Oui. de faire ça. Fait il y a des affaires comme qui nous restreignent beaucoup. Pourtant, on dit Mhm. que c'est 2 projets complètement différents, ils n'ont pas rapport entre eux. Oui, c'est les mêmes équipes, il y a de la synergie, c'est bon pour vous autres, ça a plus de chances que ça se réalise parce qu'il y a cette synergie-là, mais ça reste pas 2 organismes séparés, puis légalement, ben, eux, ça marche pas. Fait que c'est ce genre de complexité-là. C'est aussi des fois dans la communication, comme est-ce que c'est MA63 qui le fait, est-ce que c'est Corridor, c'est qui MA63, pourquoi est-ce que Corridor culturel est associé à ça? Donc, ça peut être mélangeant. Ou d'autres fois, ça peut être, par exemple, on ne sait pas pantoute que MR63 et R Bang Bang sont liés ensemble. Et il y en a qui trippent MR63, mais qui voudraient des œuvres dans leur bureau. Ben, ils ne savent pas que R Bang Bang existe. Fait il y a cette complexité-là de communication légale, comptable, qui rajoute un petit peu de poids. Puis aussi, quand on rentre des nouveaux employés, puis on est comme, bon, on a toutes ces structures-là, puis on fait tout ça comme ça, puis voici nos expertises. Des fois, les employés, au début, sont comme, OK. La première semaine, des fois, est rough. Là. Ben, on va y venir par rapport aux employés, mais avant ça, je voulais poursuivre un petit peu sur la notion de stratégie. Parce que là, tu mentionnes justement plusieurs entités qui vont chercher les mêmes soutiens quelque peu, je dirais, financiers ou administratifs ou opérationnels. Maintenant, d'un point de vue communicationnel, comment est-ce que vous arrivez à faire ce tour de passe-passe pour que chacune de ces entités, en fait, ne vienne pas se cannibaliser dans l'espace, justement, de communication à travers les différents canaux que vous utilisez? Ben, au niveau communicationnel, c'est quand même pertinent d'avoir des brands différents. Même, on a des sous-brands. Par exemple, Corridor culturel a un contrat avec Parc Canada maintenant pour animer les bassins Peel. On a développé le brand Lake Key, qui est cette idée-là de dire, ben, il y a des activités qui se passent sur les bassins Peel
dans le cadre de ce festival de lait quai. Et ça permet de dire, quand on voit les quais, on sait que ça se passe sur les bassins Peel. Quand on voit corridor culturel, on sait que ça se passe sur 3,6 km du musée Pointe-à-Calière jusqu'à Atwater. MR63, c'est la même chose. T'sais. MR63, c'est pas un parcours de 3,6 km, c'est un bâtiment. Fait que d'avoir cette différenciation-là par brand, c'est pertinent. C'est évidemment beaucoup plus de travail parce que c'est 5 nouveaux réseaux sociaux à chaque fois, c'est un nouveau branding, c'est une nouvelle identité de marque, c'est une nouvelle vision pour ces organismes-là. À MR63, par exemple, on est 100% local, zéro déchet. Corridor culturel, on n'est pas local spécifiquement. Il peut y avoir de l'international. Donc, des fois, il y a de la confusion sur lequel qui est quoi, puis pourquoi, même si c'est les mêmes personnes, les musiques. C'est des défis qui se règlent, et qui se règlent dans le temps. Il faut se laisser le temps. C'est sûr que la journée où est-ce qu'on a sorti Corridor culturel, puis tout le monde était comme « Mais vous faites pas MA63, vous autres? Vous n'êtes pas un bâtiment? » Ben, les gens étaient un peu confus, mais à travers le temps, on a dit « C'est deux choses différentes, c'est deux projets comme qu'on partit en parallèle pour créer un écosystème culturel et créatif local qui fait plus de sens, puis qui a plus de synergie pour avoir plus d'impact au final. » Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu soulignes en fait cette notion de temps qui est importante, surtout dans cette dimension d'impact. Aujourd'hui, en fait, quand on parle d'impact, effectivement, on parle d'environnement, on parle de social, etc. On parle de faire les choses aussi, d'être un change maker, littéralement. Au niveau de vos communications, comment est-ce que vous avez plus d'impact? Parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, le marketing, et qui plus est le marketing numérique en particulier, finalement, il impacte notre environnement. Et on n'en parle peut-être pas suffisamment. Quels sont, vos chevaux de bataille, ou comment est-ce que vous abordez ce sujet? Parce que la réalité, souvent, c'est que en tant qu'entrepreneur dans le numérique, souvent, on a tendance à penser que c'est moins polluant, c'est moins néfaste, alors que les statistiques aujourd'hui sont assez criantes que c'est pas le cas. L'avantage de tout ce qui est l'impact environnemental, c'est que c'est très mathématique. Donc, si on est capable de dire, par exemple, on a fait 100 posts pour pousser notre stratégie de zéro déchet, puis 25 cafés ont réussi à devenir zéro déchet, on a économisé X tonnes pour avoir dépensé X tonnes. Donc, c'est un peu, c'est le même principe que de la comptabilité. On a des dépenses pour avoir de la sauvegarde. Là. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, on est capable de démontrer, on serait capable de démontrer si on le calculait. On n'a pas l'effectif ou on n'a pas les équipes pour le démontrer, mais on serait capable de dire, notre impact environnemental est négatif. Il est carbonégatif. Je pense que c'est dans cette lignée, dans cette vision du marketing numérique, on a un peu la même vision pour le culturel. Il y a de plus en plus de magazines culturels qui ne peuvent plus vivre parce qu'ils dépendent d'un vieux modèle de médias, donc de la publicité ou du papier ou des affaires comme ça. C'est développer un média aujourd'hui papier ou numérique, c'est excessivement difficile. Les algorithmes, le contenu, les gens même sont même plus intéressés à lire sur ces affaires-là. Donc, à moins qu'on ait déjà une communauté puis un lectorat, c'est très, très compliqué. Nous, on a toute une activité économique qui nous permet de soutenir ce média-là. Ce média-là nous permet d'amener plus de gens dans notre café, dans notre bar et de faire rouler notre activité économique. Donc, notre webzine, au final, nos médias numériques, notre source de financement n'est pas le lectorat, mais plutôt notre café. Ce qui permet d'avoir un peu plus de créativité, qui permet de ne pas dépendre d'avoir toujours plus de lecteurs, mais qui nous permet de rester cohérent et pertinent. Et c'est pour ça qu'on a des plus longs articles sur notre blog, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'en sortir moins souvent, c'est pour ça que ça nous permet de vraiment comme se concentrer sur la qualité, parce que au final, notre activité économique principale, c'est pas le média. Donc, c'est plus du branding, c'est plus comme de la publicité. On est plus comme de la publicité que comme à proprement parler notre source de revenus principale. Je pense que des modèles d'affaires alternatifs pour des
pour des solutions à impact numérique comme ça ou pour de la communication, ça va être les choses les plus importantes à faire. Parce que normalement, le marketing, c'est toujours une dépense. Mais avec des projets comme, mettons, le sous-financement, ça reste la communication. Il y a peu de gens, à part des produits, là, genre de jeux ou de montres ou des trucs comme ça, il y a peu de gens qui dépendent de ce sous-financement pour réellement comme payer les 3 prochaines années de salaire à tout le monde. C'est plus comme pour autofinancer une campagne de communication. Donc, ce genre de stratégie-là de communication, d'après moi, devrait devenir plus fréquente. Aussi, nous, on dépend beaucoup de collaboration. Donc, que ce soit entre Corridor culturel et MR63, entre MR63 et Art Bang Bang, ou mettons, on a fait un truc avec le torréfacteur Structure dernièrement, ben, on fait du cross-posting. Puis, on est capable de dire, ben, nous, on parle de toi, toi, tu parles de nous, on échange nos réseaux, puis on grandit ensemble. Et ça, c'est toute la stratégie de notre média, c'est de parler des autres pour qu'ils parlent de nous, puis qu'éventuellement, ben, on soit capable d'avoir un lectorat qui veut découvrir des nouvelles personnes, puis qui sait qu'à travers nous, peut découvrir ce genre des nouveaux talents locaux. Je pense que c'est très très important justement d'avoir cette implication collaborative et co-créative parce que de toute façon on a besoin de chacun pour pouvoir avancer et pour impacter différemment. Et tu parlais aussi de révolution lente. À un moment donné, qu'est-ce que pour toi ça signifie justement dans le concret et pour le futur, la révolution lente? Ben, on a eu des révolutions violentes communistes dans les années 20. On a eu des révolutions tranquilles dans les années 60, pas dans les mêmes pays. Là. Je fais un portrait global. Tu fais le tour du monde. Oh, exact. Aujourd'hui, je pense qu'on vit une révolution lente, c'est-à-dire et assez invisible, dans le sens où est-ce que toutes les sphères du monde sont en train de changer pour mettre de l'avant l'impact. Que ce soit les jeunes professionnels au niveau des avocats, des comptables. Il y a dernièrement à Montréal un nouveau bureau qui s'est ouvert pour calculer l'impact social, comme avoir des audits officiels d'impact social de manière mondiale. Ça se voit de plus en plus en finance, que ce soit à travers les fonds syndicaux qui mettent beaucoup de pression sur leurs investissements pour qu'ils soient capables de démontrer leur impact social de manière quantitative et qualitative. Pas juste comme dire je recycle. Donc, ça se passe évidemment dans les nouvelles entreprises qui créent des nouvelles solutions pour avoir plus d'impact, autant de manière technologique que de manière juste dans les pratiques. Le zéro déchet, c'est pas une technologie, c'est une pratique. Ouais. Pourtant, ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Et à travers... Exact. Puis, évidemment, ben, on peut pas nier tout le travail que les organismes communautaires, que les organismes activistes, que des Greenpeace de ce monde continuent et font encore et continuent de faire pour influencer des politiques. Parce que ça reste que ça se fera pas complètement en parallèle du politique. Le politique sera toujours là, puis il va toujours être un levier excessivement important, surtout au Québec. Donc, cette révolution lente, c'est cette révolution qui se fait dans toutes les sphères de la société, dans toutes les sphères de l'économie, vers un monde qui est moins impactant pour l'environnement, puis qui est plus résilient pour les humains. Alors, tu me tends une belle perche parce que j'avais une question dont on a parlé un peu en préambule. Est-ce que selon toi aujourd'hui, pour être un entrepreneur à caractère social, impact, il faut absolument être React, voire militant? Selon moi, il y a 2 types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui étaient à la base React et militants, mais qui ont compris ou qui ont décidé de vouloir rentabiliser leur militantisme. Donc, ont fondé une entreprise sur une base de valeur, puis ont trouvé un modèle d'affaires pour être capable d'appliquer de pérenniser, disons, leur action militante. D'un autre côté, tu as des gens qui savent comment faire de l'argent, l'ont fait, n'ont pas de problème à en faire, mais qui se rendent compte qu'ils sont en train de détruire la planète puis qu'ils font plus de mal que de bien autour d'eux en termes de personnes. Donc, pour ces gens-là, ben, c'est de te trouver comment être capable de continuer de faire cet argent-là, mais en réduisant
leur impact social. Je pense que ces deux, puis là je caractérise parce qu'évidemment il y a plein de choses entre ces deux extrêmes-là, puis il y a sûrement beaucoup d'autres types d'entrepreneurs sociaux, mais de manière grossière, on pourrait dire qu'il y a au moins ces deux extrêmes. Et je pense qu'on a vraiment intérêt à travailler l'un vers l'autre parce que d'une part, pour ma part, disons, j'étais très militant, je savais pas comment faire de l'argent, ça me faisait peur, je voulais pas demander, j'avais de la misère à fixer des prix, tandis que de l'autre côté, il n'y avait pas de problème avec des prix mirobolants pour des services qui en valaient absolument pas la peine. Fait que d'être capable de trouver un juste milieu entre ces deux extrêmes-là, ben d'une part, ça amène à travailler avec d'autres, donc ça travaille l'empathie, ça travaille la responsabilité, ça travaille la résilience qu'on peut avoir, puis qui est excessivement important dans un système plus à impact. Puis d'un autre côté, ben ça permet d'avoir des meilleures idées, puis d'être capable de naviguer plus étroitement dans la complexité dans laquelle on vit aujourd'hui. Écoute, on arrive à la fin de ce premier volet. Quel serait en fait, selon toi, l'élément unique qui vous a permis justement à ton cofondateur et à toi d'être là où vous êtes aujourd'hui? Tout le monde nous parle de persévérance. C'est sûr que comme on fait pas un projet qui est dans sa 10e année sans beaucoup de persévérance. Je pense que au-delà de la persévérance, notre manque d'ego. On peut penser que remplir des wagons de métro, faire un icône de Montréal, c'est un projet d'ego, mais en fait, c'est une des phrases qui a été peut-être la plus utile dans ma carrière, c'est de dire c'est fou ce qu'on peut accomplir quand on se fout qui prend le crédit. Donc, nous, mon frère et moi, on n'a pas nécessairement besoin d'être sur une scène. En fait, on n'a pas besoin d'être sur une scène puis dire bravo pour votre beau projet, c'est incroyable. On a plus besoin que ça se fasse. On veut que les choses se réalisent. On est des rêveurs, puis quand on a quelque chose en tête, on veut juste que ça se passe. Une fois que ça se passe, qu'on ait le crédit ou pas, c'est pas très grave. Donc pour nous, d'amener des partenaires, puis leur donner plus de visibilité, d'amener des mécènes, puis leur dire bravo, c'est ton projet. Tu l'as payé, tu as fait comme 15 minutes de travail, mais c'est ton projet, c'est pas grave. C'est grâce à toi. Ça, c'est parfait pour nous, tant que ça se passe. Écoute, Frédéric, je te remercie en fait de t'être rejoint à moi ce matin. Je pense qu'on aura un peu plus de matière encore pour notre prochain rendez-vous, probablement sous un nouveau format en septembre. Et en attendant, je te dis slow is good et merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Bye. Salut, bye. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Slow is Good. Pour nous soutenir et partager votre amour, n'hésitez pas à le partager avec votre communauté, à nous suivre sur Instagram @slowisgood et bien entendu, laissez-nous vos commentaires, vos retours, vos petites étoiles qui nous sont très utiles et très encourageantes sur iTunes et Spotify. Au prochain épisode!